Ici, l'ombre. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du circuit-officiel.be où je vous dois de fameux remerciements parce que vous êtes des internautes extraordinaires. Vous m'avez pratiquement inondé d'informations sur le sujet que vous savez, dont il sera question ici. Et en fait, je n'avais plus que l'embarras du choix, mais j'ai constaté également qu'avec l'augmentation en nombre et en qualité au niveau des lanceurs d'alerte, que la plupart des sujets que je comptais vous exposer avaient déjà été traités. Alors donc je ne vais traiter ici avec vous que de sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et qui, je crois, sont particulièrement intéressants et importants pour tout un chacun. Parce que franchement, il y a des trucs qui prennent aux tripes. On va commencer quand même sur un mode mineur, pour parler brièvement du dernier Conseil national de sécurité, où j'ai juste remarqué, je ne parlerai que de cela, une petite question, mais parfois les détails ont leur importance. C'était une question qui avait été posée à notre première ministre, Sophie Wilmès, et qui disait ceci: mais madame, finalement, que visez-vous? Est-ce que vous ciblez le niveau zéro dans votre politique sanitaire? Parce que, eh bien, moi je constate, et elle faisait référence à l'hôpital Saint-Pierre, que nous n'avons qu'un patient. Je pense que cette petite question-là, entre parenthèses, l'air de rien, anodine, était particulièrement importante parce que cela sous-entendait évidemment une interrogation profonde quant à un état de choses dans lequel on sent très bien que finalement il semble y avoir des dispositions disproportionnées par rapport à une situation. Je ne vais pas faire tout l'épilogue que vous connaissez maintenant parfaitement, donc à propos des chiffres que nous recevons et de la différence entre personnes qui sont contaminées et personnes qui sont malades, etc. Je vais quand même, malgré tout, devoir dire, par souci d'exactitude, que le nombre de décès, quant à lui, a augmenté avec grosso modo un facteur 5, c'est-à-dire qu'on est passé d'un chiffre qui était relativement stable aux alentours de 2 ou 3 pour arriver maintenant à un nombre de 10, représentant donc le nombre de décès moyens par jour dans la dernière période. C'est assez préoccupant, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est passé par une période de canicule où les personnes fragiles, sensibles, âgées, bien entendu, et a fortiori si elles connaissent de gros problèmes de santé, des pathologies graves, sont évidemment plus sujettes à ce genre de choses, malheureusement. Alors on va directement passer au sujet suivant, qui, moi, m'a franchement interpellé, parce que là, ça c'est quelque chose que je considère comme vraiment très très grave. On sort largement de nos frontières et on s'en va en Australie, à Melbourne. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de raconter n'importe quoi et que je prends à cœur le fait de pouvoir vérifier mes informations avant de vous les fournir. Donc, j'ai consulté Google. Ben oui, et Google ne va bien entendu pas nous mentir, surtout à ce sujet-là, puisque à ce moment-là, enfin, vous comprenez, il y aurait une espèce de paradoxe. Mais apparemment, donc, cette information se vérifie. Je vais quand même la mettre au conditionnel et vous inviter à vérifier par vous-même ce que j'avance. Donc, il semblerait que la police, les autorités en tout cas, serait désormais autorisée à rendre visite, c'est-à-dire en fait, entrer dans les domiciles privés, même sans mandat. Alors là, si cette information devait se vérifier, vous remarquez que je ne la présente pas comme une affirmation, hein, c'est plutôt une supposition à vérifier, eh bien à ce moment-là, ça voudrait dire que l'on commencerait, je vais le mettre au conditionnel en plus, à toucher à nos libertés vraiment les plus profondes, parce que bien, le domicile, c'est l'un de nos biens les plus sacrés, qui est en principe inviolable, aussi bien au niveau de la Constitution qu'au niveau de la loi, tout simplement. Un autre point à vérifier, mais qui semble se vérifier par le nombre de témoignages. Mais attention, parce que ce n'est pas parce que plusieurs personnes racontent des bêtises qu'automatiquement ces bêtises deviennent la réalité. Hein, donc encore une fois, je vais vous demander de bien vouloir vérifier, mais je crois pouvoir être à peu près sûr de ce que j'avance. Il semblerait donc, enfin, le conditionnel, tout ça ici, je l'utilise à dessein, vous comprenez, hein, que donc en Allemagne,
et en Angleterre, probablement également en Suisse, eh bien, on envisagerait, et ça c'est particulièrement important puisque nous sommes à l'aube de la rentrée scolaire, de poser une forme d'ultimatum, on va dire ça comme ça, aux élèves qui seraient éventuellement contaminés, soit par leurs professeurs, soit par l'un de leurs congénères d'une manière ou d'une autre, peu importe. Voilà, ils sont dépistés Covid. Deux possibilités. Ou bien ils sont mis en quarantaine à domicile, jusque-là, ça va, pas de problème, mais dans une pièce complètement séparée des parents. Complètement séparée. Donc, isolement total de l'enfant, on va dire par exemple dans sa chambre, plus aucun contact, pas question de partager un repas, ni de regarder la télévision ensemble ou ce genre de choses. Non, à part, l'enfant à part. Déjà, ça a quelque chose qui, moi, me choque. Ça me choque parce que, sur le plan pratique, j'ai du mal à imaginer comment est-ce que ça peut se passer. L'enfant tout seul, par exemple, dans sa chambre, mettons pendant 14 jours, est-ce que c'est vraiment vivable? Je l'imagine aussi, pourquoi pas, avec le masque et avec les parents qui, au moins 3 fois par jour, bien entendu, viennent avec le repas, l'assiette, voilà, et qui poussent avec une brosse pour, voilà, pour respecter la distanciation sociale et pour lui passer son assiette en entrebâillant juste à peine la porte. Sinon, que se passerait-il? C'est là que je pose une question. Soit on a délation des voisins, ah oui, parce qu'il faut quand même que ce soit contrôlé. Et donc la police vient. Mais elle vient comment? Elle sonne à la porte, ding dong, ou toc toc, et ou bien carrément, boum, on enfonce la porte, on rentre, voilà, ah ça ne va pas, chut, on prend l'enfant, on l'embarque dans un camp Covid. Un camp Covid. Ça ressemble à quoi ça? Ça veut dire quoi? Un camp Covid. Le terme lui-même me choque et me choque profondément. Parce que, n'oublions pas, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit, nous sommes en guerre. Il n'a pas précisé qui était en guerre contre qui. Euh, Moi, je fais référence immédiatement à la Seconde Guerre mondiale et ça me fait penser aux camps de concentration. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces camps. Je ne sais même pas s'ils existent. Et le grand danger pour nous, c'est de se dire, voilà, ça se passe d'une part à Melbourne, donc c'est loin, c'est de l'autre côté, c'est un autre continent, il y a beaucoup d'eau entre, euh, ou bien ça se passe en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, peut-être, donc on n'est même pas sûr. Mais voilà, bon, c'est loin. Bon, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est pas si loin que ça. Bon, Melbourne, d'accord. Mais n'oublions pas que finalement, le virus, il vient de Chine, mais il est quand même arrivé jusque chez nous. Donc, peut-être serait-il bon de se soucier quand même pas mal de cette question, parce que ça, c'est un point qui ne me plaît vraiment, vraiment pas du tout. Si on commence à violer le domicile et à séparer les enfants des parents, sans aucun regard sur ce qui peut se passer, sans même savoir où ils se trouvent, que fait-on avec ces enfants dans un contexte où il est beaucoup question de pédophilie, sans compter la loi de bioéthique, où il est question de rites sataniques, etc. Bon, ça fait beaucoup de choses. Bon, évidemment, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas faire l'amalgame, ça ne veut pas dire automatiquement que ce serait le cas, mais c'est une porte ouverte, comme il existe des portes ouvertes aux démons. Mais ça, c'est le sujet du CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués. Alors la deuxième possibilité qui s'offre dans cette perspective, c'est que eh bien, les parents ne soient pas à même de pouvoir isoler leur enfant, parce que évidemment tout le monde n'habite pas dans un château, on peut vivre aussi dans un petit appartement, il peut y avoir une promiscuité, il y a beaucoup de personnes dans la famille, il y a beaucoup d'enfants, et donc bon, ben, l'isolement ne peut pas se faire exactement comme ça. Alors il peut se faire également directement à partir de l'école, c'est-à-dire que on vient chercher l'enfant à l'école pour l'amener dans le camp. Donc ça va encore plus vite. Vous imaginez bien que c'est quelque chose qui, à moi en tout cas, me paraît complètement inacceptable, absolument inacceptable.
Encore une fois, je ne dis pas que ce sera le cas ici, maintenant, à la rentrée scolaire en Belgique. Non, il n'en est pas encore question, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais je rappellerai quand même que j'ai entendu parler de ce fait, bon, à mots couverts, hein, de manière très superficielle, il est vrai, donc de la part d'une personne de notre gouvernement, qui évoquait déjà à l'époque, mais il y a déjà de cela plusieurs mois, hein, donc la possibilité d'une séparation parentale, donc entre les parents et les enfants. C'est interpellant. Encore une fois, moi, ça ne me plaît pas du tout. Je m'aperçois que j'ai ouvert une parenthèse et que j'ai oublié de la fermer. C'était à propos de cette question donc qui avait été posée à notre première ministre, Sophie Wilmès, concernant donc ce qui était ciblé, si c'était le niveau zéro. Et notre première ministre donc s'était avérée assez embarrassée par cette question. On le sentait plus qu'autre chose, mais enfin bon, soit. Elle a répondu quand même, bien entendu, en s'entortillant pour en venir au fait que ce qui était visé dans cette situation qui n'était pas insignifiante, mais quand même non négligeable, à ne pas atteindre le point de bascule, donc sous-entendu ce qu'on avait connu au mois de mars-avril. Euh, oui, eh bien, mais sur base de quoi? Alors moi qui suis un fureteur né, forcément, c'est pratiquement de la déformation professionnelle ou de l'ex-déformation professionnelle. Eh bien, je voyage beaucoup, je circule beaucoup, je fais énormément de kilomètres et oui, encore une fois, ça c'est obligatoire, je ne peux pas faire autrement. Je passe devant de nombreux hôpitaux et ça pratiquement tous les jours. Et donc, je regarde, observation toujours. Je regarde, par exemple, les parkings pour voir leur occupation. Et c'est assez étonnant. Bon, évidemment, on est en période de vacances, donc c'est difficile de juger, il va y avoir moins de personnes. Mais le virus, lui, ne fait pas de distinction. Le virus, lui, il n'est pas en vacances, hein. Et il atteint probablement d'ailleurs les personnes qui se trouvent dans le pays au même titre que ceux qui reviennent de l'étranger. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'on constate sur ces parkings? Je ne me base pas tellement sur le parking visiteur, puisque les patients Covid ne peuvent pas recevoir de visiteurs. Mais il faut plutôt se baser sur le parking personnel. S'il y a une activité particulière dans les hôpitaux, s'il y a un danger de recrudescence, on devrait remarquer au niveau du personnel des parkings qui sont pratiquement remplis pour les infirmières, pour les médecins, enfin, pour tout le personnel sanitaire. Or, ici, voilà, il se fait que j'ai remarqué quelque chose de tout particulier avec une personne dans la famille qui a été hospitalisée, sans aucun rapport avec le Covid d'ailleurs, mais qui permettait quand même, parce que j'ai fait une petite recherche sur leur site internet, je ne citerai pas le nom de l'hôpital, mais peu importe, les recommandations d'usage, donc dans la page internet consacrée à cet effet, pour les visites, un visiteur par patient par jour. Alors là, bon, c'était une rubrique relative au Covid, mais indépendamment des patients atteints du Covid, hein, donc c'est pour les personnes qui sont simplement admises à l'hôpital. J'ai téléphoné à cet hôpital en question et j'ai posé la question pour ce qui concernait donc les visites, où là, eh bien, subitement, on obtient un autre son de cloche. Ne venez pas à 10, hein, bien entendu, parce que sinon, bon, ça ne marchera pas. De toute façon, bon, ce sera une personne à la fois. Une personne à la fois. Et donc, en fait, on pourrait venir à 10 du moment que chacun monte à son tour et redescend, si c'est à l'étage, évidemment. Enfin, généralement, c'est comme ça. Et, mais alors, bon, ça ne veut plus rien dire par rapport à ce qui était affiché sur la page Internet. Et la page Internet, c'est ce qui est visible par Monsieur Tout-le-Monde qui consulte le site. Volontairement ou involontairement, il semble que l'on essaye donc désespérément par tous les moyens de nous présenter les choses comme beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont. Et je pense que maintenant, bon, ce n'est plus nécessaire d'en faire la démonstration. Ça se dit partout, 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 partout. Je pense que maintenant tout le monde devrait en être convaincu, à part bien entendu les moutons. Vous savez, il y en a qui sont encore, et je vais venir au sujet suivant, à vraiment tout gober de A jusqu'à Z à propos de ce fameux coronavirus. Pourtant, au niveau des lanceurs d'alerte, on se rend compte de quelque chose de très particulier que j'ai relevé ici tout dernièrement. Tout au début donc de la crise, je vous parlais déjà du fait que le Covid-19 pourrait, encore une fois, c'est un conditionnel, pourrait
avoir été créé de manière artificielle. Bon, ça c'était une simple supposition, une hypothèse, une élucubration, dirions-nous, mais ça reposait sur rien. Or, voilà donc que, à partir de deux sources différentes et pourtant apparemment fiables, puisqu'il est question de professeurs, il est question de docteurs, il est question de spécialistes, de personnes qui ont échappé à un milieu dictatorial pour venir dire la vérité. Je ne citerai pas de nom parce que je ne veux pas rentrer dans la polémique, le but n'est absolument pas là. Toujours est-il que les deux sources en question font état d'un virus qui aurait été créé artificiellement, mais l'une des sources précise que l'origine du virus serait française et que l'autre source prétend que l'origine de ce virus serait chinoise. Il faudrait s'entendre parce qu'en principe, ça peut difficilement être les deux. Possible quand même qu'il y ait une confusion avec l'origine du P4 de Wuhan. Mais je ne vais pas rentrer dans cette considération. Je vais, fidèle à ma politique personnelle, me fier uniquement à des sources scientifiques qui sont beaucoup plus circonspectes, beaucoup plus nuancées. Et je vais citer notamment donc les propos de Madame Alexandra Orion-Claude, qui est une spécialiste quand même là, qui sait de quoi elle parle, et elle n'affirme pas que le virus soit de fabrication humaine, donc artificielle, mais elle constate donc au niveau du séquençage du génome des présences qui, d'après elle, euh, relèveraient d'une probabilité assez faible, voire très faible, que ça puisse être simplement là par hasard. Ce sont des séquences bien particulières qui apparaissent à des endroits bien particuliers, donc entre deux protéines. Et voilà, bon, les scientifiques parviennent à déterminer ça avec beaucoup de précision et avec le vocabulaire approprié. Ce n'est pas mon fait, moi je ne suis pas médecin, mais je me base sur ce qu'elle a dit, et ça paraissait très clair. Disons que elle voulait dire que si ce virus était naturel, eh bien, ça relèverait quand même d'un hasard vraiment très particulier, une probabilité très faible maintenant, d'après ce que l'on peut constater au niveau de ce séquençage. Donc ça, ce n'est pas dire que c'est artificiel, mais dire qu'il y a peu de chances finalement que ce soit naturel. Avant de nous quitter, je vais revenir sur le sujet que j'ai abordé avec vous en début de vidéo, celui des enfants et donc de cette séparation parentale possible, probable, à voir, mais je ne sais pas si on a vraiment tellement le temps d'attendre en la matière, hein. Le cas échéant, conviendra peut-être de réagir très vite. Mais là, donc justement, je voudrais faire un avertissement à deux niveaux. Tout d'abord, je vais faire référence à une vidéo d'une nouvelle lanceuse d'alerte qui s'appelle Emma Cruzy, une personne de Suisse, qui a vu sa boutique fermée pour une raison de masque et d'affichage relatif à cette disposition liberticide, et qui maintenant donc s'exprime à différents propos relatifs au Covid, et notamment celui de cette séparation parentale. Et elle disait dans ce témoignage exprimé avec beaucoup de tripes, hein, c'est vraiment un témoignage poignant. Attention, à partir du moment où on touche aux enfants, là, la maman, le papa n'auront plus peur de rien. Ça, ce sont les propos d'Emma Cruzy, que je reprends ici et que je vous communique. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Mais donc, l'avertissement à deux niveaux que je voulais vous formuler, c'était le suivant. C'était tout d'abord que je ne prêche absolument pas la violence, au contraire, je voudrais d'ailleurs la décourager dans un premier temps. Pourquoi? Parce que je pense que quelque part, dépendant des pays en tout cas, c'est par l'augmentation des effectifs, en tout cas, probablement ce que nos gouvernements attendent. Augmentation des effectifs, mais également et surtout augmentation de moyens. Alors bon, évidemment, il y a les bonbons poivres, heu, les sprays, lacrymogènes, les autopompes, et cetera, mais il y a aussi les gilets pare-balles, les flashballs, et cetera. Donc on a eu l'expérience de ce que ça a donné avec les gilets jaunes. Vous savez, mains arrachées,
les yeux éborgnés, etc. Donc, c'est pas joli, et donc je le décourage. Mais d'un autre côté, bien, je ne peux que faire écho au témoignage d'Emma Crozy, parce que ça, c'est quelque chose qui vraiment touche aux tripes. À partir du moment où on touche aux enfants, on atteint effectivement un point de rupture, le point de bascule qu'évoquait donc notre première ministre. Mais là, ce n'est plus du sanitaire, c'est du familial. Effectivement, on ne touche pas aux enfants. Et en Belgique, mais ça devrait être pareil dans tous les pays, je suppose, c'est vraiment quelque chose de sacro-saint. Et j'ai fait référence à l'affaire Dutroux, au terme de laquelle donc on a vu cette fameuse marche blanche qui avait réuni la bagatelle de près d'un demi-million de participants dans une manifestation à Bruxelles, mais les participants pacifiques. C'était la marche blanche, il n'y avait pas de violence, rien du tout. Par contre, ça a quand même fait trembler notre gouvernement, qui a vraiment eu peur d'un déclenchement de guerre civile. Il y a quand même 2 ministres qui ont démissionné, la gendarmerie qui a été saquée, remplacée par la police fédérale, et l'apparition de Child Focus en prime. Tout ça donc pour une marche pacifique. Donc une marche qui, à ce moment-là, était pacifique. Je me pose franchement des questions. Si jamais on touche aux enfants, est-ce que ce genre de choses sera encore aussi pacifique? C'est une question. Ce sera à vous d'y répondre, le cas échéant. Réfléchissez-y. Voilà. Là-dessus, vous savez très bien que moi, je ne lâcherai jamais le morceau. Hein, bon. Et je vais, en attendant, vous souhaiter plein de bonnes choses. Et à la prochaine. Salut.